Nous voilà maintenant au chapitre 7 des lois relatives aux tfilin, mezuzot, mezuzah et sefer Torah. Hier, vous avez pu avoir un shiur exceptionnel de la part de Rav Yosef Davidovitch qui traitait sur les mezuzot. Et dès ce soir, nous allons donc parler du sefer Torah. On commence donc tout de suite avec la première halakha. Et petit à petit, vous allez voir que aussi bien aujourd'hui que demain, on va parler de tout ce qui concerne les lois du Sefer Torah. On va essayer d'aborder un certain nombre de questions, des questions techniques, certes, des questions aussi à dimension historique, pour savoir le plus vieux Sefer Torah que nous avons trouvé, archéologiquement parlant, depuis quand l'avons-nous retrouvé, quelle écriture a-t-il, pourquoi existe-t-il différentes sortes d'écritures. On essaiera d'aborder de façon assez brève ces différentes questions pendant les 30 premières minutes, et pour ceux qui veulent rester avec nous, on essaiera d'approfondir. Première halakha, l'injonction d'écrire un Sefer Torah. Mitzvah taseh al kol ish ve'ish mi-Yisrael lichtov Sefer Torah le'atzmo shene'emar ve'ata kidvu lachem et hashira. כלומר, כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו, לפי שאין קודין את התורה פרשיות, ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני, ואם אינו יודע לכתוב אחרים קודין לו, וכל המגיע ספר תורה ואפילו אות אחת, הרי הוא כאילו כתבו. Il y a un pasuk dans Devarim, dans la parashat Vayelech, qui nous dit Ve'ata kidvu lachem et hashira azot. Et maintenant, écrivez ce chant-là. Il y a une discussion parmi les différents décisionnaires, en particulier le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui nous dit écrire cette shira, écrire ce chant-là, fait référence à la paracha de Hazi. Mais il est retenu de façon assez commune dans la halacha qu'en fait, cela fait référence à la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et pourquoi parle-t-on de la shira? Parce qu'en fait, on est en train de dire vous devez écrire le livre qui contient cette shira, qui contient ce chant-là. Autrement dit, écrire toute la Torah, puisqu'elle contient le chant de Haazinu, même si elle est à la fin. C'est tellement important d'écrire un Sefer Torah que Rambam nous dit que cela équivaut à recevoir la Torah du Mont Sinaï pour celui qui écrit un Sefer Torah. Parce que ça ne se fait pas comme ça, même un sophère expérimenté, ça lui prend des de concentration, de hirat shamaim, c'est-à-dire de crainte du ciel dont il doit faire preuve pour pouvoir écrire un Sefer Torah. Et donc, cette fatigue est récompensée au point où la personne qui va écrire un Sefer Torah pour lui est considérée comme si il l'avait reçu directement du Mont Sinaï. Alors évidemment, on n'a pas tous les capacités de pouvoir écrire un Sefer Torah. On n'est pas tous des scribes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, dans la mesure du possible, dans l'histoire de la vie, de sa vie, d'acheter un Sefer Torah. C'est une mitzvah qui est très grande, qui se rapproche d'une certaine façon de l'écriture d'un Sefer Torah, et on accomplit par cela le commandement de Kidvu lachem et hashira azot, puisqu'on se fait écrire un Sefer Torah, même si on ne l'écrit pas soi-même. Mais on ne peut pas malgré tout comparer cela au fait de l'avoir reçu du Mont Sinaï, parce que ce n'est pas la même fatigue et le même investissement, je dirais, moral et physique qui n'est pas comparable finalement à celui qui va lui-même écrire son propre Sefer Torah. Par contre, celui qui corrige une lettre d'un Sefer Torah, ou celui qui écrit une lettre d'un Sefer Torah, eh bien, puisqu'il a malgré tout quand même certains devoirs, une certaine responsabilité dont il va faire, Maïmonide nous dit que c'est comme si qu'il était en train de recevoir la Torah sur le Mont Sinaï. Donc soit on achète un Sefer Torah, soit on écrit un Sefer Torah, si on n'en a pas la possibilité, alors au moins d'essayer d'écrire une lettre. Quand on participe à une inauguration de Sefer Torah, on a parfois l'occasion de pouvoir écrire une lettre. Cela équivaut à accomplir cette mitzvah. Ou, si on ne peut pas même cela, alors à ce moment-là, on achète un Sefer Torah. Et si on ne peut pas ça, on achète au moins une lettre dans un Sefer Torah ou une part d'un Sefer Torah pour pouvoir accomplir une part de cette grande mitzvah. Deuxième halakha. והמלך מצווה עליו לכתוב ספר תורה אחד לעצמו לשם המלך. יתר על ספר שיהיה לו כשהוא הדיוט שנאמר ומדגין אותו מספר האזהרה על פי בית דין הגדול. והיה כשבטו על כיסא ממלכתו וכתב לו וכותב. זה שהיה לו כשהוא הדיוט מניחו מבית דין עליו, וזה שכתב או שנכתב לו אחר שמלך יהיה עמו תמיד, ואם יצא למלחמה ספר תורה עמו. נכנס והוא עמו, יושב בדין והוא עמו, מסבו כנגדו שנאמר והיית עמו וקרא בו כל ימי חייו. Tout un chacun a l'obligation d'écrire un Sefer Torah. Mais il y a une mitzvah particulière qui est écrite dans le Sefer Devarim,
où le roi a l'obligation, lui, par Parashat Shoftim, d'écrire un deuxième Sefer Torah. Hormis le Sefer Torah dont il a l'injonction, comme n'importe qui, il doit avoir un deuxième Sefer Torah. Et ce deuxième Sefer Torah sera vérifié par le grand tribunal rabbinique sur la base, donc, du Sefer Torah qui se trouvait à l'intérieur du temple. Vous savez que dans le temple, à l'intérieur du Saint des Saints, il y avait un Sefer Torah, et c'est dans ce Sefer Torah qu'on pouvait s'inspirer le grand Beth Din, le grand tribunal, pour pouvoir vérifier que le Sefer Torah que le roi aura écrit soit un Sefer Torah qui respecte le format, comme on va le voir plus tard, d'un Sefer Torah. Donc le Sefer Torah, je dirais, de l'origine. Le premier qu'il avait écrit en tant que personne, eh bien celui-ci, il doit le mettre dans un coffre-fort, il doit le garder dans une armoire. Le second, celui qu'il a écrit en tant que roi, ne doit jamais le quitter, aussi bien lorsqu'il part en guerre, que lorsqu'il fait un jugement, que lorsqu'il siège, il doit avoir toujours ce Sefer Torah, parce qu'il est écrit que Sefer Torah Imo, ce Sefer Torah doit être avec lui. Maintenant, la question se pose dans la troisième halakha, admettons qu'il n'en avait pas encore. Il n'avait pas encore écrit le premier Sefer Torah. Une personne a toute sa vie pour pouvoir l'écrire. Admettons qu'il ne l'avait pas encore fait. Il devient roi sans l'avoir écrit. Comment ça se passe? Lo haya lo Sefer Torah kodem shimlo, tzarich lichtov lo achar shemalach shni sifrei Torah, echad manichu bebed ben zahav, והשני יהיה עמו תמיד, לא יסום עמו אלא בלילה בלבד וכשייכנס לבית המרחץ ולבית הכיסא ולישון על מיטתו. Alors s'il n'en avait pas encore, eh bien il devrait écrire non pas un Sefer Torah, mais deux. Le premier, même s'il est déjà roi en tant que personne individuelle du peuple juif qui en a la mitzvah, et il le prendra, il le mettra de côté, toujours dans un coffre-fort, dans une armoire. Et le second en tant que roi, qui ne le quittera jamais, et Maïmonide précise ici que ce Sefer Torah ne doit jamais le quitter, hormis lorsqu'il est en salle de bain, ou dans des toilettes, ou durant son sommeil, où il ne doit pas l'avoir avec lui, parce qu'il y a quand même, malgré tout, si ce Sefer Torah ne doit jamais le quitter, il a le devoir de respecter la Kedusha, la sainteté du Sefer Torah, qui est une Kedusha qui est très importante, comme on le verra un petit peu plus tard. Passons maintenant à des critères techniques de Sefer Torah. Et on essaiera, dans la mesure du possible, d'expliquer cela. Sefer Torah, שכתבו בלא סרטוט, או שכתבו מקצתו על הגביל, ומקצתו על הקלף פסול. אלא או כולו על הגביל, או כולו על הקלף. וכיצד כותבים ספר תורה? כותב כתיבה מתוקנת נאה ביותר. יניח בין כל תיבה ותיבה כמלוא אות קטנה, ובין אות לאות כמלוא חוט השערה, ובין כל שיטה ושיטה כמלוא שיטה. לאורך כל שיטה ושיטה, 3 אותיות כדי לכתוב למשפחותיכם, 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 תלת הזמן. וזהו רוחב כל דוידה, ולא תהיה שיטה קצרה מזה, כדי שלא יהיה עדיו, כי יקרא דלא ארכה יותר, Alors, maintenant, concernant l'écriture du Sefer Torah, les caractéristiques techniques. Premièrement, avant de commencer à écrire un Sefer Torah, on va avoir diverses colonnes, on a exactement 245 colonnes dans un Sefer Torah, et avant de commencer à écrire, on va tracer des lignes. Ces lignes devront comporter chacune 30 lettres. Comme si on associait le mot Lemishperotechem qui contient 10 lettres, 3 fois Lemishperotechem, Lemishperotechem, Lemishperotechem. Sur quoi écrit-on un Sefer Torah? 2 possibilités. Soit sur un parchemin, c'est une peau qui a été travaillée, soit sur un gril, c'est une peau qui n'est pas encore travaillée. On ne peut pas écrire la moitié du Sefer sur une peau non travaillée, qu'on va appeler un gril, et la moitié sur un parchemin. Soit sur l'un, soit sur l'autre. Le Shulchan Aruch nous dit, a priori, on écrit sur un gril, parce que c'est une peau qui est encore plus résistante, comme les premiers Sifrei Torah qu'on a pu trouver, ils étaient écrits sur des peaux comme ça, sur des peaux de daim, du reste, qui sont des peaux qui sont très résistantes et qui n'étaient pas travaillées. Mais le Rama précise dans le Shulchan Aruch qu'aujourd'hui, le parchemin est de meilleure qualité, donc il vaut mieux écrire dessus. Et du reste, tous les Sifrei Torah qui sont écrits aujourd'hui sont, pour la très grande majorité, je dirais même pour la quasi-totalité, la totalité, écrits sur des parchemins. Entre chaque mot, il faut laisser la place d'une lettre. Entre chaque lettre, il faut laisser l'espace d'un cheveu. Et entre chaque ligne, il faut laisser la place d'une ligne. Donc, c'est une ligne sur 2. Les lignes doivent être uniformes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des lignes qui s'arrêtent au milieu, des lignes qui recommencent. Pourquoi? Parce que pour faciliter la tâche au lecteur par la suite, si les colonnes sont tracées en zigzag, parce qu'il y a des lignes qui sont complètes et d'autres qui ne le sont pas, cela sera très compliqué de lire. Donc, il faut que les lignes soient uniformes, mis à part les cas précis où on arrête des paragraphes au milieu, comme on va le voir plus tard. Halakha 5.
réduire l'écriture. Lo yemaet aktav mipnei harivach sheben parasha le parasha. Izdam nalo teva bat chamesh otiot lo yirtov shtayim betoch hadaf veshalosh chutz ladaf. Et la kotev shalosh betoch hadaf ושתיים chutz ladaf. לא נשאר מן השיטה כדי לכתוב שלוש אותיות, נניח המקום פנוי מתחיל מתחילת השיטה. Imaginons une personne, d'accord, on va l'expliquer tout de suite. Il y a certains cas, d'accord, où, eh bien, on peut être tenté d'écrire moins sur la ligne. Je vous donne un exemple. Je passe tout de suite au prochain slide pour que vous puissiez comprendre. Il y a deux types de parachas dans un Sefer Torah. Il y a ce qu'on appelle une paracha stuma. C'est une paracha, vous voyez, où il y a le curseur ici, ben enecha sur la droite, oui, ça s'arrête au milieu. Et si vous regardez l'espace qui reste, c'est un espace qui comporte 9 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bayul et tout à faute, 9 lettres. C'est ce qu'on appelle une paracha stuma, une paracha qui est fermée. Regardez par contre sur la gauche, vous voyez que parfois, il y a des parachiotes, c'est-à-dire des sujets qui sont indépendants et qui ne finissent pas à la fin d'une ligne. Et la Torah pose un cadre, certaines doivent être en laissant 9 lettres, et d'autres s'arrêtent en milieu de mots, en début de phrase, comme ici on voit Kidvar Moshe, on voit bien qu'on a beaucoup plus de place ici, ou Beyad Moshe avec beaucoup plus de place ici également. C'est ce qu'on appelle une paracha stuma. Alors ça, c'est la première chose qui est abordée dans la halakha, la différence qu'on appelle une paracha stuma qui laisse 9 lettres d'écart. La deuxième chose qui est abordée, je reviens dans le slide juste avant, c'est que lorsqu'on a une paracha stuma, on ne peut pas dire « Ah, puisque je dois laisser 9 lettres d'écart et que je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir laisser 9 lettres d'écart, je vais avoir un décalage, alors on va réduire la taille des lettres pour pouvoir respecter ces 9 lettres de vide pour finir la paracha stuma à l'endroit où elle doit terminer. Ça ne marche pas. Eh bien, on saute à la ligne pour laisser les 9 lettres qu'on doit laisser. Admettons maintenant qu'on a tout à la fin de 5 lettres et que si je l'écris, je vais avoir 3 lettres sur la ligne et 2 lettres qui vont dépasser un petit peu. C'est permis. Pourquoi? Parce que tant que la majorité du mot peut rentrer sur la ligne, s'il y a 2 lettres, ou en tout cas la minorité du mot qui doivent s'écrire dans la marge, entre guillemets, à côté, ça passe. Mais par contre, si on ne peut faire rentrer dans l'espace de la colonne que la minorité du mot, eh bien, on le passera à la ligne pour écrire le mot en entier. Sixième halakha. Nizdam nalo teva bat shte otiot lo izrakna ben adapim lenachzir litchilat hashita. Nizdam nalo betoch hashita teva bat 10 otiot או פחות או יותר לא נשאר מן השיטה כדי לכתוב את כולה בתוך הדף. אם יכול לכתוב חציה בתוך הדף וחציה חוץ לדף, כותב, ואם לאו, מניח המקום פנוי ומתחיל מתחילת השיטה. Maintenant, à propos d'écrire à l'extérieur de la colonne, on a vu tout à l'heure dans le cadre d'un mot qui est composé de plusieurs lettres. Mais que se passe-t-il si on a un mot de 2 lettres? Comment ça se passe? Alors, si on a un mot de 2 lettres et qu'on n'a pas la place pour écrire dans la colonne, dans le respect de lettres de la colonne et des lignes, les 2 lettres, eh bien, on va à la ligne et on n'écrira pas une lettre dans la colonne et une seconde lettre dans la marge, parce que ça ferait moitié-moitié. C'est toujours la majorité qui doit être, du mot qui doit être écrit dans la colonne. Et donc, le Rama, dans le Shulchan Aruch, confirme cela qui est évoqué par Maïmonide, par le Rambam. Imaginons maintenant qu'on a un mot avec nombre de lettres paires. On a 10 lettres et qu'on n'a pas la place pour écrire le mot entièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut écrire la moitié, 5 sur la colonne. Tant que ce n'est pas 2 lettres, mais que c'est un mot qui est plus fourni, on pourrait écrire 5 dans la colonne et 5 en dehors. Mais si on n'a pas la place pour écrire 5 lettres dans la colonne, ça fera 4 dans la colonne et 6 en dehors. Puisque la majorité sera en dehors de la colonne, on passera à la ligne pour le mot entièrement. Septième halakha. ומניח בין כל חומש וחומש 4 שיטין, פנויות בלא כתיבה ולא פחות ולא יתר, ויתחיל החומש מתחילת שיטה החמישית. וכשיגמור את התורה צריך שיגמור באמצע שיטה שבסוף הדף. ואם נשאר מן הדף שיטה הרבה מקצר ועולה ומתחיל מתחילת השיטה שבסוף הדף, ולא יגמור את השיטה ומתכוון עד שיהיה לעיני כל ישראל באמצע השיטה שבסוף הדף. Septième halakha. Entre chaque livre de la Torah, vous savez qu'on a 5 livres dans la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Entre chaque livre, donc entre la fin du Sefer Bereshit et entre le début du Sefer Shemot, on va laisser 4 lignes de vide. Et c'est seulement sur la 5e ligne qu'on va commencer Ve'ele Shemot Bnei Israël, le 2e livre de la Torah,
ainsi de suite pour les autres livres. Maintenant, intéressons-nous au dernier mot de la Torah dans Parashat Vezot HaBracha. On va du reste lire à Simchat Torah, Léné Kol Israël. Eh bien, dans la 245e colonne, tout en bas, on doit écrire Léné Kol Israël, les derniers mots de la Torah. Mais on ne doit pas écrire cela tout à la fin d'une ligne. Pourquoi? Parce que justement, si on écrit tout à la fin d'une ligne, on pourrait penser qu'il y a une colonne qui va venir après. Mais le fait de s'arrêter en plein milieu d'une ligne montre la fin d'un sujet, et pas juste la fin d'un sujet, mais la fin de l'écriture des 5 livres de la Torah, nous dit le Mordechai, qui est un commentateur, et donc, on va s'arrêter au milieu de la dernière ligne de la 245e colonne. Imaginons qu'il est en train de rédiger et qu'il voit que dans les derniers mots, il ne va pas réussir, d'accord, il voit quelques lignes avant qu'il ne va pas réussir à arriver au milieu de la dernière ligne de la 245e colonne. Comme on a dit, il ne pourra pas réduire la taille des lettres, mais par contre, il pourra allonger la taille des lettres. C'est pour ça que parfois dans le Sefer Torah, vous voyez que les dernières lettres, elles sont beaucoup plus allongées, justement pour pouvoir respecter cette règle d'arriver au milieu de la dernière ligne de la 245e colonne quand il va écrire les mots de Léné Kol Israël. 8e. ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות ובאותיות הנקודות ובאותיות המשונות כגון הפעין הנפופות ואותיות העקומות כמו שהעתיקו הסופרים איש מפי איש. ויזהר בתגים ובמניינם יש אות שיש עליה תג אחד ויש אות שיש עליה 7 וכל התגים כצורת זידים אין דקים כחוט עשר. Parlons maintenant des grandes lettres, des petites lettres et également des tagim. Parfois, dans la Torah, il y a des grandes lettres et parfois il y a des petites lettres. Dans le mot Vaikra, il y a un petit aleph. Dans le mot Adam, il y a un grand aleph. Et cela il y a toujours une explication. Le Vaikra, le petit aleph, c'est pour dire à quel point Moshe Rabbeinu était humble, puisqu'on parle de Moshe Rabbeinu. Le grand aleph de Adam fait référence au fait que on parle de l'homme, hein, eh bien, c'est fait référence au fait qu'il avait beaucoup de gava, beaucoup d'orgueil d'une certaine façon. Et en fait, lorsque on regarde finalement ces choses-là, ce sont des choses qui se sont transmises de génération en génération, de scribe en scribe. Il y a encore d'autres choses qui se sont transmises de scribe en scribe, de sofer en sofer. C'est ce qu'on appelle un P qui est la fouf ou un chet qui est akoum, qui est tordu. Regardez le prochain slide où on essaye d'expliquer cela. Vous voyez ici, sur la gauche, on a le mot par O. Vous voyez le P, comment il est formé. On a un P dans un P. C'est le slide en haut à gauche. C'est ce qu'on appelle un P la fouf. Eh bien, dans certains Sefer Torah, d'après certaines coutumes, cela s'est transmis de scribe en scribe que la lettre P du mot paro, dans certains cas, s'écrit un P dans un P. Il y a d'autres cas de figure où on va trouver un chet qui n'est pas formé normalement. On appelle ça un chet qui est akoum. C'est quoi un chet akoum? C'est un chet qu'on peut trouver dans les lettres de Rashi. Vous l'avez ici sur la droite, en haut à droite, on a toutes les lettres de Rashi. Et ce qu'on appelle un chet akoum, c'est un chet qui est arrondi. Alors, dans la majorité des Sifrei Torah aujourd'hui, on n'a pas ça. Dans les vieux Sifrei Torah, en particulier les Sefer Torah qui sont yéménites, on a quelques chets qui sont écrits comme ça, parce qu'il faut dire que l'écriture dont Rambam et Maïmonide parlent est une écriture avec la tradition qui a été récupérée par les gens qui sont yéménites, par les Thémanim. Par contre, les chets aujourd'hui dans la Torah, tous les chets dans la Torah sont soit avec 2 zaïns qui se collent, vous le voyez, d'après le Bet Yosef, un zaïn d'un côté et un zaïn de l'autre, d'accord? D'après les Séfaradim, le Ktav des Séfarad, c'est aussi 2 zaïns. Et si vous du Harizal, c'est un vav à droite et un zaïn, donc vav zaïn ou 2 zaïn. Tout cela, ce sont des différences d'écriture qu'on expliquera un petit peu plus tard. On essaiera de comprendre pourquoi il y a des différences dans les écritures. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le chet, qui est comme les lettres de Rashi, se trouve a priori, comme nous dit le Maaser Rokeach, dans les Séfarim des Yéménites, dans les Sifrei Torah des Yéménites, dans le mot Chata Avenake, lorsqu'on parle des 13 attributs de miséricorde, et également lorsqu'on parle de la faute du Vaudor, on dit que Dieu s'est mis en colère contre Moshe, Vaïchar Af de Moshe, le chet de Vaïchar est formé dans les Sefer Torah des Yéménites, comme nous le dit Rambam, avec un chet qui est arrondi et non pas 2 vav, rejoint par un petit accent circonflexe, ou 2 zaïn,
un vav et un zaïn, pardon, rejoints par un accent circonflexe, ou deux zaïn rejoints par un accent circonflexe. Il y a aussi l'histoire des tagines. Vous voyez, c'est les petites branches, les petites fioritures qui sont au-dessus de certaines lettres. Alors, Maïmonide nous dit que c'était entre 3 et 7. Aujourd'hui, dans les Sifrei Torah qu'on trouvera, pas les Sifrei Torah yéménites, mais dans tous les autres Sifrei Torah qu'on a l'habitude de voir, on a soit une petite barre au-dessus, soit 3 petites barres. Vous le voyez, par exemple, le Dalet, il a une barre, le Zaïn, il a 3 barres. Alors, pour distinguer cela, on a en fait les lettres qu'on appelle Beged Chaya et Shatnez, dont on va parler tout à l'heure, Shatnez Getz, Beged Chaya et Shatnez Getz. Dans Shatnez Getz, c'est-à-dire les lettres qui composent Shin, Aïn, Tet, Nun, Zaïn, Gimel et Tzadik, on a 3 tagines, 3 petites fioritures. Et dans les lettres Bet, Gimel, Dalet, Chet, Yud et la lettre He, on a un tag. Ce sont encore une fois des choses qui se sont transmises de Sofer en Sofer. 9e halakha. כל הדברים האלו לא נאמרו אלא למצווה מן המובחר. ואם שינה בתיקון זה, או שלא דקדק בתגים דקת הכל או יוצאת כתיקון הנושקר והשיטים מחכן, או העריכה לא קיטחן, או אם לא הדביקן עוד בעוד, ולא חיסר ולא הותיר ולא הפסיד צורת האות אחת, ולא שינה בפתוחות וסתומות, הרי זה ספר קשה. Tout ce qu'on a dit avec les différentes taguines, les différentes fioritures, les différentes lettres dont on a parlé n'invalide pas a posteriori un Sefer Torah. Donc s'il n'est pas précis dans ces fioritures, s'il est, on va dire, trop proche dans la délimitation des espaces entre les lignes, ça veut dire qu'il n'a pas respecté à chaque fois la lettre, ou il n'a pas respecté la ligne entre deux lignes, mais que les lettres ne se collent pas, et qu'un enfant arrive à distinguer les différents mots, les différentes lettres, sans ajouter des lettres, ou sans en enlever, ou qu'il n'a pas, par exemple, respecté, vous savez, le report des parachiotes qui sont ouverts ou fermés, ça c'est quelque chose qui est indispensable, eh bien c'est cachère a posteriori s'il l'a fait. Donc ce ne sont pas des choses qui invalident le statut d'un Sefer Torah a posteriori. Ça veut dire qu'il ne doit pas le faire comme ça, mais s'il l'a fait comme ça n'invalide pas le Sefer Torah. 10e halakha. יש דברים אחרים שלא נאמרו בגמרא ונהגו בהם הסופרים בקבלה ובידם איש מפי איש. ואין שהגיעו עניין השיטין בכל דם ודף לא פחות מ840 ולא יתר על 60. וכשיהיו הרווח שבין פרשה לפרשה כמו 9 אותיות אשר, וכשיהיו בראש השיטין מעלה משירת הים, הבאים ביבשה, השם מת במצרים 5 שיטין, ולמטה מן השירה 5 שיטין, תחילה כל שיטה מעין כך, ותיקח ריה סוס ויצו ויבואו ויהיה בראש השיטין למעלה משירת האזינו, והעידה אחרי הדרך ואחרית להכיסו כעל 6 שיטין ולמטה מן 5 שיטין, ויבוא לדבר אשר הזאת אשר. Ici, Maïmonide mentionne des règles qui ne sont pas mentionnées dans le Talmud et dans la halakha, mais qui sont des choses qui se sont transmises de scribe en scribe. C'est que le nombre de colonnes ne peut pas être inférieur, ne doit pas être inférieur à 48, ni supérieur à 60. On parle des lignes dans chaque colonne, pas des colonnes. Les colonnes, on a 245. Donc, c'est combien de lignes dans chaque colonne? Entre chaque passage, il doit y avoir un intervalle de 9 lettres. Asher, 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 c'est-à-dire 3 fois le mot Asher qui se compose de 9 lettres. On a également, il nous dit comment s'écrit la Shira, qui est dans la parashat Béchalach. Chaque ligne commence par les mots Abaïm, Bayabasha, Hachem, Met, Bemitzraïm. Et les 5 lignes dessous commencent par les mots Vatika, Chacharea, Suz, Vayetsu, Vayavou. Et également, dans le cantique de Hazino, qui est aussi une Shira, qui est écrit de façon spéciale, on a les mots Veyada, Chare, Aderer, Beacharit, Leachiso, Keal. Et dans les 5 lignes qui sont au-dessus, on a également les mots Vayavo, les Daber, Asher, Azot et Asher. Si vous regardez un Chumash, vous verrez que dans la paracha d'Azinu et dans la paracha de Béchalach, les 2 shirotes, les 2 chants, eh bien cela est écrit de façon, pas de façon normale comme le reste, et ce sont donc une tradition de scribe en scribe qui se sont transmis comment écrire ces lignes et par quel mot commencer. 11e halakha. Ce qui invalide par contre un Sefer Torah. On a vu ce qui n'invalide pas a posteriori, par contre ce qui invalide. בכל הדברים האלו למצווה מן המובחר ואם שינה לא פסל. אבל אם כתב המלא חסר או החסר מלא, או שכתב מילה שהיא קרבי כתב קריאת הכגון שכתב ישכבנה במקום משנגלה, ובטורים במקום בהפלים, וכיוצא בנו כשכתב פרשה בטוחה סתומה או סתומה פתוחה, או שכתב השירה כשיר הכתב, או שכתב פרשה אחת כשירה וזה פסול, ואין בקדושת ספר תורה כלל אלא כחומש מן החומשים שמלמדים בה התינוקות. Il y a par contre des choses qui invalident le statut d'un Sefer Torah. Donc, quelles sont les choses qui invalident? Celui qui a écrit, d'accord, il s'est trompé dans le mot. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est que à la place, d'accord, d'écrire un mot qui est censé être avec une lettre en moins, il a rajouté une lettre, ou l'inverse. Par exemple, le mot la'asot, Asher bara Elokim la'asot, s'écrit sans vav. Admettons qu'il l'a écrit avec un vav. Ça invalide le statut d'un Sefer Torah. Il y a également la paracha de Kitavo.
eh bien, il est écrit Ishkavena, il est écrit Ishgalena, Ishagelena, et à la place, il a écrit Ishkavena, c'est comment on le prononce. Eh bien, il y a parfois, donc, à quelques reprises dans la Torah ou dans la parashat Pinchas, il a écrit Uva Falim, mais il faut le prononcer Uva Techorim. Eh bien, dans ces cas-là, il faudrait qu'il fasse attention d'écrire comme cela doit être écrit et de prononcer différemment. Et de ne pas écrire sur le Sefer Torah comme cela doit être prononcé. C'est une tradition de scribe en scribe d'écrire à ces deux reprises-là un mot, mais de le lire différemment. Ou, s'il a une paracha qui est censée être Ptucha, il l'a fait Stuma, ou Stuma Ptucha, il n'a pas respecté l'écart qui doit se faire. Ou s'il a écrit le chant de Béchalach ou le chant de Hazinou, comme une colonne totalement normale. Ou si, par exemple, eh bien, il s'est trompé dans toutes ces différentes choses que nous avons citées, eh bien, figurez-vous que ce Sefer Torah-là est pasoul, il est inutilisable, et donc il n'a pas la Kedusha d'un Sefer Torah, mais il a la Kedusha d'un Chumash. Ce qui veut nous dire qu'on a deux types de Kedusha, deux types de sainteté, la sainteté d'un Sefer Torah, ou la sainteté d'un Chumash, qui est imprimé sur des feuilles normales, qui est comparable à la sainteté d'un Sefer Torah qui est pas sous. On reviendra dans les détails un peu plus tard sur la différence entre ces deux types de sainteté. Un Sefer Torah avec des erreurs. Halacha Yudbet. Sefer Torah chez Inumuga sur les choto yoter al-shoshim yom, et là itaken le ignaz. Sefer Torah chez Eshbo shalosh taviyot, b'chol davadaf itaken l'imayu arba ignaz. Imayu arba Sefer Munga, והספר יש בו 4 טעויות בכל דף, ונשאר אפילו דף אחד מאותו השאר, המשובש ולא 4 טעויות, הרי זה יתקן. Maintenant, un Sefer Torah avec des erreurs. Donc, on peut citer deux catégories. Dans quel cas puis-je corriger un Sefer Torah? Il faut, pour pouvoir corriger un Sefer Torah qui a des erreurs, qu'il y ait au maximum 3 fautes par colonne. Ou qu'il y a, dans les 240 colonnes, 123 colonnes qui sont cachères, c'est-à-dire plus de la majorité, et dans les 121 qui vont suivre, il faut qu'il y ait les 122 qu'il faut suivre, il faut qu'il y en ait, admettons, 121 avec 4 erreurs ou plus, c'est pas un problème, mais il faut que dans ces 120, ces colonnes qui restent, et sur ces 122, il faut qu'il y en ait au moins une qui soit entièrement valable. Dans ces cas-là, le Sefer Torah peut être corrigé. Par contre, le Sefer Torah ne peut plus être corrigé, il doit être mis à la Génisa si il y a 4 erreurs ou plus par colonne, d'accord, ou s'il est resté plus de 30 jours avec des erreurs. Et le Rama va jusqu'à nous dire, ce qui veut dire qu'on doit corriger un Sefer Torah absolument, et ne pas laisser comme ça un Sefer Torah qui n'est pas corrigé. Évidemment, si on est dans le but de corriger et qu'on attend, ça marche, mais il faut se dépêcher de corriger un Sefer Torah. Et le Rama nous dit que c'est identique pour les autres livres saints. Un Chumash qui a des erreurs, si on le laisse plus de 30 jours comme ça, on doit le mettre à la Génisa, on ne peut pas se permettre de le laisser traîner. 13e halakha. במה דברים אמורים שכתב במלא חסר שנמצא תולה האותיות של בני השיטות. אבל אם כתב החסר ומלא אפילו אם יש בכל דף ודף כמה טעויות, הרי זה מתקן מפני שהוא גורף ואינו טועה. Maïmonide nous dit, il y a des mots, comme on a dit, où il y a parfois des lettres qui sont rajoutées. Et il y a parfois des lettres où il y a des lettres enlevées. Qu'est-ce qui se passe? Admettons, on a des mots, ce qu'on appelle un mot qui est chasser, ça veut dire un mot où il y a une lettre en moins, comme le mot laasot, il y a un vav en moins. Imaginons qu'il a écrit un mot comme un mot manquant à la place d'un mot qui est censé être plein. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas, d'accord, le Sefer Torah, il doit le mettre à la Génisa, ce sera une erreur qui sera importante. Pourquoi? Parce que puisque le mot, à la base, tout le Sefer Torah est déjà écrit, et qu'il est censé venir rajouter une lettre, eh bien, ça veut dire qu'il va devoir intercaler la lettre au milieu. Et la lettre n'aura pas la même taille que les autres, et ça pose problème. Mais si par contre, il a, on va dire, il a un mot, et que ce mot-là, il doit rajouter, il doit enlever une lettre, eh bien, parce qu'il en a mis une de trop, eh bien, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il suffira d'effacer cette lettre-là, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra réécrire ce mot dans l'espace du mot qui était celui initial, et allonger les lettres de part et d'autre, à droite et à gauche, pour pouvoir faire en sorte que le mot qu'il va réécrire remplisse l'espace du mot tel qu'il était écrit avant. Mais puisqu'il a effacé une lettre, il va devoir rajouter de la place, allonger la lettre à droite et allonger la lettre à gauche. Donc, comme on l'a dit au tout début, on a le droit d'allonger les lettres, mais on n'a pas le droit de raccourcir les lettres, hormis les petites lettres qui sont définies comme la tradition de scribe en scribe.
14e halakha, il nous reste donc 2 halakha, la 14e et la 15e. 3 peut-être, il me semble. 14, 15 et 16, 3. On est donc à la מותר לכתוב התורה כל חומש וחומש בפני עצמו, ואין בהם קדושת ספר תורה, אבל לא יכתוב מגילה בפני עצמה, שהיא בפרשיות, ואין קודמים מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלים עליה חומש מותר, וכתב מגילה שלוש תיבות, בשיטה אחת מותר. Donc, maintenant, est-ce qu'il a le droit d'écrire qu'une partie d'un Sefer Torah? On n'a pas le droit. Il a le droit d'écrire 5 livres séparément, d'accord, sur des parchemins séparés, mais il ne peut pas écrire des parachiotes complètement divisés, faire des parchemins de Sefer Torah, de parachiotes, juste pour les étudier. Parce que la Kedusha du Sefer Torah, c'est la Kedusha dans son ensemble, ou du moins la Kedusha au moins livre par livre. Par contre, si évidemment il est en cours d'écriture d'un Sefer Torah, il pourra écrire les parachiotes les unes après les autres, puisqu'il compte compléter. Le Sefer Torah, le Shulchan Aruch, permet d'écrire des parties de la Torah comme des livres de prière saints pour les enfants, c'est-à-dire des parchemins sur lesquels on va étudier. Donc ça veut dire que le Shulchan Aruch permet ce que Maïmonide interdit. 15e halakha. מותר לדבק תורה דמים כתובים כאחד מניח בחומש וחומש רבה שתין, בין כל נביא נביא שלא שתין, ובין כל נביא ונביא משני מסר שלא שתין, שאם בהלכתו החותך, בסידורן של נביאים ככו, יהושע שופטים ושמואל מלאכים ירמיה יחזקאל ישעיה תחסר וסדר הכתובים רות ותהילים ביום ומשלי וקהלת ושירת שירים, וקינות דניאל ומגילה ודברי הימים. Est-ce que maintenant j'ai le droit d'écrire sur un parchemin, non pas le Chumash, mais toute la Torah, les livres du Chumash, les livres des prophètes et les livres des hagiographes? Alors oui, on peut, à condition de respecter un certain formalisme. Je dois laisser 4 lignes, comme on l'a dit auparavant, entre les différents livres du Chumash, 3 lignes entre les différents livres des prophètes et des hagiographes, et respecter l'ordre des livres tels qu'ils ont été énoncés un peu plus haut dans la halakha 15 qu'on a lu précédemment. Dernière halakha, le traçage des lignes et la sainteté d'un Tanakh, quelque chose qui contient non seulement le Chumash, mais les prophètes et les hagiographes. כל והקודש הם כותבים מתי לסרטוט, אפילו כתבן על הנייר, ומותר לכתוב 3 תיבות בלא סרטוט. יותר על זה אסור, כרר זה שיש בתורה נביאים כתובים מקדושתו קדושת ספר תורה, אלא כחומש מן החומשים דין היתר כדין החסר. 16e halakha. S'il écrit dans un parchemin entièrement le Tanakh, Torah, Nevi'im et Ketubim, il doit également tracer des lignes, d'accord? Et même s'il écrit un Tanakh sur un papier, d'après Rambam, il doit tracer des lignes. Le Shulchan Aruch nous dit que dans quel cas il doit tracer sur un livre du Tanakh, un livre qui contient toute la Bible finalement, les lignes, c'est s'il écrit avec, vous savez, les lettres du Sefer Torah, ce qu'on appelle le Ktav Ashuri, comme on va parler un peu plus tard. La sainteté accordée à ce livre du Tanakh, eh bien, c'est la sainteté d'un livre d'un Chumash. C'est pas le Sefer Torah, même s'il y a plus écrit, mais c'est pas la Kedusha d'un Sefer Torah, c'est la même Kedusha qu'on accorderait à un Chumash, ou à un Sefer Torah qui n'est pas encore utilisé, ou un Sefer Torah qui est pas sourd, qui est impropre et inapte à pouvoir l'utiliser. Voilà, chers amis, on a donc terminé les lois de ce 7e chapitre, les 16 lois de ce 7e chapitre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.